Arrête d'utiliser ça uniquement pour scroller sur Instagram ou autre. Ça peut faire beaucoup plus que ce que tu penses. 1, 2, 3, 4. You couldn't pick a better time to come back. 1973, Motorola sort le DynaTAC. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, c'est pas un nouveau jouet style Hot Wheels ou je sais pas quoi, hein. Le Motorola DynaTAC, c'est le premier téléphone portable. Alors je dis sort, mais en fait c'est pas vraiment ce qui se passe, hein. Ce qui se passe, c'est que c'est le premier appel avec un téléphone portable qui a lieu en 1973. C'est d'ailleurs Martin Cooper qui passe le premier appel et c'est un tout petit bébé de environ 1 kg, comme ça, 30 minutes d'autonomie, équivaut un petit peu cher, 4000 $. Et à l'époque, $1, ça coûtait plus cher que maintenant. On était sur des technologies analogiques, pas du numérique évidemment, on parle pas de bits ici, on est encore avec des signaux vieux, et on avait 800 MHz de fréquence. Pour les besoins de la vidéo, j'en ai récupéré un. Il est là. Bon, ça se voit que c'est un faux. J'avais pas trop les moyens, faut pas m'en vouloir, hein. Mais dans l'idée, c'était un petit peu ça quand même. Bon, alors le problème de l'analogique, il y en a plusieurs, mais avant tout, c'est la capacité limitée, la sécurité qui est quasiment inexistante, puisque en fait, il suffit de se brancher sur un câble ou quelque chose pour juste... ou écouter des ondes, quoi, pour avoir toutes les infos et écouter toute la conversation. Et puis, c'est difficile à scaler aussi. Bon, tout ça va patienter encore environ 9 ans pour que le groupe spécial mobile... non, pas ce machin-là avec les forces spéciales. Le GSM, ce qu'on appelle le GSM, qu'on a toujours entendu quand on était petit et qu'on est vieux comme moi, démarre en Europe. L'objectif du GSM, c'était de définir un standard avant tout sur les communications. Et à l'époque, c'était quand même une petite révolution, hein, parce qu'on passait de l'analogique au numérique déjà sur la première version du GSM, avec des choses comme le multiplexage et aussi même un chiffrement à l'époque qui était le A5. Qui a été cassé depuis je sais pas combien de temps, évidemment. Bref, le but c'était aussi de populariser le téléphone dans toute l'Europe, et c'est quelque chose qu'ils ont quand même réussi. En 1991, le premier réseau GSM est né en Finlande. On atteignait des bandes passantes autour de 900 MHz. Le débit, ça faisait à peu près 9,6 kilobits par seconde. Pour une image à peu près de votre appareil photo qui va faire à peu près 2 mégas, ça mettait 28 minutes à télécharger. Mais bon, c'était pas trop leur but, hein, à la base. Eux, ils voulaient juste communiquer, ils voulaient pas utiliser ce genre de choses pour faire à peu près tout, sauf des appels. Moi, c'est un sujet que j'aime bien, le téléphone portable, parce que ça a vraiment changé notre génération à nous. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses se passer en termes de téléphonie. Rien qu'avec l'arrivée d'Internet, par exemple, qui à la base était sur des lignes téléphoniques. Après cette introduction du GSM en Europe, il y a eu beaucoup de choses qui se sont succédées, hein. C'est intéressant notamment de voir toutes les apparitions des téléphones qu'on peut avoir dans nos médias et nos séries qu'on a déjà regardées à l'époque. Le premier téléphone portable qui a été représenté, c'était dans Magnum. Et ça, c'est vraiment Tom Selleck, hein, avec un Motorola DynaTAC, le machin qu'on a cité au début de la vidéo. Les joies du direct, mais la nuit tombe, alors il faut que j'allume la lumière. Donc dans ce marché émergent de téléphones, on retrouve des grands noms, hein, comme le Nokia 1011, le Nokia 3210, le Nokia 3310, réputés comme complètement increvables. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça nous explique pas trop ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'on peut faire vraiment avec un téléphone. Déjà, faut savoir qu'il y a plusieurs choses à mesurer quand on parle de téléphone. Il y a forcément la puissance de calcul à l'intérieur et l'écran, donc tout ce qu'on peut retrouver, la caméra, l'autonomie, etc. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus limité, hein, du coup, vu que les fonctionnalités n'étaient pas les mêmes. On parlait surtout à quel débit on pouvait accéder, qu'est-ce qu'on pouvait faire vraiment avec un téléphone, quoi. Et en fait, on se rend compte que juste après GSM, c'est là qu'est arrivé les premières notions de 1G, 2G, 3G, 4G, etc. et jusqu'à 5G que vous connaissez maintenant. Donc par exemple, si vous regardez ce graphique juste là, tout ce qui est avant Edge, ça correspondait grosso modo au GSM 1 ou 2, et après on bascule directement sur du 3G et ensuite du LTE et du 5G jusqu'à maintenant. D'ailleurs voilà un super schéma qui représente un peu tout ce que vous pouvez voir sur un téléphone. Ça peut être utile, hein, franchement, hein. Surtout battery is very low. Ah oui, j'aurais jamais douté que c'était ça, vraiment étonnant. Bon, c'est super, hein, on peut appeler avec ces machins, c'est génial, on est super heureux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut jouer au Snake, ça c'est génial ça de jouer au Snake, non? Quoi, vous aviez pas un téléphone juste pour jouer au Snake? Ok, à l'époque j'avais pas le droit d'utiliser mon téléphone parce que c'était pas le mien déjà, c'était celui de mes parents. Et en fait, en général, je leur piquais pour jouer au Snake. Vous avez sûrement dû voir ce jeu-là, qu'on peut retrouver sur YouTube par exemple.
Bref, les téléphones à l'époque c'était des bijoux de technologie avec du son incroyable. Non, pas vraiment, hein. En fait, ça a été du son incroyable qu'à partir des Sony, Ericsson et compagnie, mais bon. Ouais, ok, je m'excite pour rien, mais en même temps, c'est un putain de boost de nostalgie tout ça. Vous avez dû vivre les mêmes choses que moi. On parle vraiment des téléphones basiques ici, hein. Si on regarde ce qu'ils avaient vraiment à l'intérieur, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment grand-chose, hein. Ça reste des petits processeurs avec des systèmes d'exploitation que vous verrez ici, par exemple pour Nokia, avec toute une liste qui les répertorie sur Wikipédia, qui est assez intéressante de voir en termes d'évolution. Mais il y a certains systèmes d'exploitation qui ont été créés à l'époque et qui sont même encore aujourd'hui utilisés sur les téléphones qui ne sont pas des smartphones. Non mais regardez ça, c'est une interface Symbian, ça donne presque envie de le réutiliser à l'heure où nous on a ces machins là avec des compteurs de calories qui font les compteurs de pas ou je sais pas quoi machin et qui sont en lien avec les US pour demander la météo. Est-ce que vous saviez aussi qu'il y avait un Windows Mobile avant que Windows Phone existe? Moi, je le savais pas en tout cas. Et du côté de Windows Mobile, ils avaient carrément même Word sur mobile. C'est assez incroyable. C'est pareil, il y avait aussi des vieux systèmes type Apple qui fonctionnaient sur leurs propres OS à eux et qui servaient d'intermédiaire entre un PC et un téléphone. Enfin, on savait pas trop ce que c'est. Je pense qu'on sait toujours pas trop ce que c'est, ces machins. Et je pense que c'était aussi beaucoup trop précurseur et avant-gardiste pour que les gens y fassent vraiment attention. Puis ça fait peur ces machins avec tous ces boutons là. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de manipuler un ordinateur, bah t'as pas envie d'y aller quoi. En fait c'est toute la catégorie des Personal Digital Assistant, les PDA. Je sais pas si vous vous souvenez, ils en parlaient des fois dans ces séries. Mais c'est quand même incroyable ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Si je vous fais un petit résumé, il y avait plus de 2 heures de batterie, un écran de 480 par 320 qui était tactile, je précise. Incroyable. Capacité de stockage de 3 mégas. À l'époque on lui demandait pas grand chose de plus, hein. Bon bah voilà, c'est fini. J'ai fait ma vidéo sur les téléphones. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Quoi, il y a d'autres types de téléphones? Ah oui, les smartphones. Bon alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé là? Il y a eu un problème à un moment, je sais pas, on a encore décidé de faire des trucs bizarres entre un machin qui appelle et envoie des textos à un espèce de mini ordinateur dans la poche. Ouais, je pense que c'est à peu près ça l'idée et la technologie étant et la miniaturisation des choses étant de plus en plus facile et faisable, je pense que on s'est tous retrouvés avec un ordinateur dans la poche avant qu'on s'en rende même compte. Bon, l'introduction du smartphone c'est hyper connu mais je vais quand même vous le remettre, en tout cas quelques extrait parce que This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. In 1984, we introduced the Macintosh. iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Steve Jobs en 2007 qui introduit l'iPhone, premier smartphone vraiment existant en termes de non-smartphone. Ça m'aide à penser ça. À côté de la sortie de l'iPhone, il y a eu un an après, quasiment, une réponse par HTC qui a créé le HTC Dream, qui a été le premier téléphone sur Android. Android, en fait, ça a été formé en 2003 par un gars qui s'appelle Andy Rubin. Andy Rubin, je sais pas. Donc ne croyez pas que Google a toujours possédé Android, en fait. Au contraire, Android a été racheté plus tard. En 2005, c'était devenu Google, donc c'est resté que 2 ans sous un autre nom. En fait, ça permet aussi de se rendre compte de quelque chose, c'est que l'iPhone, ça avait beau être révolutionnaire, en parallèle, il y avait déjà Google qui travaillait sur quelque chose d'équivalent, puisque pourquoi ils auraient racheté Android sinon avant, en 2005, alors que l'iPhone est sorti en 2007. Révolution? Ouais, peut-être. Mais c'était pas les seuls. En termes de performance et de comparaison, on peut voir que les specs de l'iPhone original qui a été sorti en 2007 sont vraiment basses par rapport à quelque chose qu'on peut voir maintenant. Il y avait 128 mégaoctets de RAM. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Aujourd'hui, avec 4 Go, on fait même pas tourner quoi que ce soit, un navigateur web. Un écran de 3,5 pouces. Pour vous donner un ordre d'idée, on trouve des téléphones à 7 pouces aujourd'hui. Et Edge, ça avait un débit théorique autour de 470, je crois, kilobits par seconde, mais en fait, dans la pratique, on était plus autour des 130. Et donc, en face, on avait notre HTC Dream sous Android. Un fork qui était relativement ouvert en termes de philosophie. Et malgré tout, même si c'est Google, aujourd'hui, Android reste quand même le système d'opération, le système d'exploitation le plus ouvert sur un téléphone comme ça. Oh là, bah ça commence à être compliqué tout ça, hein. En fait, si on regarde les parts de marché, on se rend compte rapidement que les smartphones ont tout bouffé. Ici, par exemple, vous avez un graphe qui montre qu'à partir de 2012, Symbian est complètement mort. Donc, c'est-à-dire que ça aura mis moins de 5 ans
a écrasé tout ce qu'on a fait depuis 1980 quand même, hein. 2010, la 4G arrive. La 4G est restée, mine de rien, si on regarde, à peu près 15 ans, hein. C'est pas mal du tout, ça. Comme quoi, elle est largement suffisante, hein. La 5G, encore du business. Bon, concrètement, si on doit faire une conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que le téléphone, c'est plus ce que c'était avant. Avant, ça servait principalement à appeler et à envoyer des textos. Donc, c'était avant tout un but de communication. Maintenant, notre téléphone, c'est vraiment un micro-ordinateur. Mais bon, ça, j'ai pas forcément besoin de vous le dire. Vous savez très bien de quoi je parle. Aujourd'hui, si on regarde les spécifications d'un bon smartphone, c'est quoi? On est sur du Snapdragon 8 Apple A17 Pro, enfin des 8 cœurs, 3 GHz, comme on peut retrouver sur un PC portable. On a 12 à 16 Go de RAM, ce qui est quand même assez incroyable. Je crois que c'est même plus que le PC sur lequel je suis en train de tourner. Une capacité de stockage qui est du SSD, évidemment. Hein, vous doutez bien que si vous faites ça, vous n'entendez pas les petits du disque dur. De 256 à 512 gigas environ, et on a quand même vraiment des GPU qui sont capables de faire du ray tracing sur un téléphone, ce qui est pour moi aussi encore incroyable. Et même, apparemment, ce qui arrive, ce sont des NPU pour l'intelligence artificielle directement sur un téléphone. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ça par exemple à un PC de 2010, mais un PC, hein, qui à l'époque était du 2 cœurs ou 4 cœurs avec 4 Go de RAM en DDR3 et des disques durs à 500 gigaoctets. Avec évidemment des SSD qui étaient plutôt rares et chers. Clairement, votre téléphone est bien plus puissant que ce genre de choses. Bon, un peu moins intéressant, c'est que l'évolution de la taille des écrans reste assez linéaire, ce qui me déprime un petit peu parce que je vais devoir m'acheter probablement bientôt des baggies ou un pantalon cargo, ou je sais pas, m'habiller en clown pour pouvoir juste transporter mon téléphone. On avait à l'époque des tout petits téléphones Nokia là, et ensuite on est basculé directement avec des smartphones énormes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si je veux avoir une baffe technologique là, un usage incroyable d'un téléphone. Arrête de parler, on dirait que tu kiffes t'écouter, franchement t'es moche et en plus t'as aucune raison et tu fais pas de démo technique, ça n'a aucune valeur. Oh, enfin, je vais me le faire lui. Première utilisation sympa de votre téléphone. L'utiliser comme un Linux. Alors en fait, c'est même l'utilisation principale qu'on peut faire avec un téléphone, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire sur un PC, on peut le faire sur un téléphone. Puisque là-dedans, c'est un Linux à la base. C'est pas vraiment Linux en tant que tel, évidemment, hein, mais si je simplifie et que je vulgarise, ça l'est. Et ça permet de faire énormément de choses auxquelles on peut pas forcément s'attendre. Par exemple, on peut installer des serveurs, on peut installer, je sais pas, Word, on peut pas installer Windows, faut pas exagérer non plus, mais on peut installer un Linux entier qui tourne avec LibreOffice, pouvoir gérer ses documents, ses machins en étant à distance, et aussi avoir un navigateur web comme on l'aurait sur un PC classique et pas uniquement à travers l'application qu'on a là. Donc là, par exemple, je lance une application qui s'appelle Termux, que vous pouvez trouver en ligne et que je vous déconseille d'utiliser l'App Store pour ça d'ailleurs parce que la version n'est plus à jour. Mais ça se présente simplement comme un émulateur de terminal. En fait, avec quelques commandes aussi qu'on peut avoir, comme Termux X11 et Termux Desktop, ça nous permet d'installer directement les paquets nécessaires pour avoir tout un environnement virtuel sur lesquels tourne un Debian. En fait, la techno derrière, c'est un payroot, c'est-à-dire qu'on vient créer un dossier sur lequel on va dire maintenant mon système démarre à partir d'ici. Ce qui est faux, hein, évidemment, hein, puisque le système, ça reste Android. Mais c'est vraiment comme une technique, je vais dire un gros mot, d'émulation, sans que ce soit vraiment une émulation, puisqu'en fait, on exécute des choses qui sont directement là. Il n'y a pas d'interprétation. C'est vraiment un recadrage. Donc là, par exemple, si je vous montre le reste de la vidéo, que je tape Termux X11 avec un numéro d'écran comme affichage, ça me permettra de lancer directement Termux X11. Et après, vous allez voir que là, tout de suite, un serveur X est lancé avec quelque chose qui se passe. Alors là, ici, je ne suis pas passé par ce système-là, donc vous avez juste un écran noir. Mais juste après, vous allez voir que j'utilise Termux Desktop, qui lui est un peu plus complet et permet plus facilement d'installer les choses. C'est pour ça que je préfère vous le montrer par là. Une des applications utiles aussi, c'est Termux API. Vous allez voir que vous en avez besoin pour faire le lien vraiment entre l'application Termux en elle-même, qui est le terminal, et l'application Termux X11, qui elle fait le client de l'application du serveur X, donc qui permet juste de render un affichage. Donc c'est avec des commandes qui sont issues de
Termux Desktop qu'on peut facilement utiliser des choses déjà préfaites comme TX11 Start et qui permettent directement à travers l'API de Termux de relancer un environnement de travail. Là, par exemple, vous pouvez voir que je tombe directement sur le bureau. Le bureau, en l'occurrence, ici, c'est un XFCE. Hein. C'est une interface de Linux assez légère, mais qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Donc ici, par exemple, je viens lancer un LibreOffice, qui est l'équivalent de Excel, hein, Microsoft Excel, où je peux encore même lancer VS Code. Du coup, pour les gens comme moi qui sont développeurs, bah, ça vous permet simplement de coder sur un téléphone. Et du coup, je peux aller en vacances avec ça. Alors, ok, ça c'est un peu gros quand même. Bon, j'ai pas trouvé plus petit malheureusement. Mais ça fait pas beaucoup quand même, hein, si vous comparez à un PC portable. Ça se met quand même plus facilement dans un endroit, un sac, qu'un PC portable. Et j'ai les mêmes fonctionnalités. En fait, je peux juste tout faire. Je peux compiler, et je peux même installer Cloud Code et tous les éditeurs que je veux. Donc, à partir du moment où j'ai même l'intelligence artificielle là-dessus, de quoi j'ai besoin? Bon, je vous passe un peu les détails, je vais un peu accélérer, mais ici, je vous montre juste qu'on peut taper un peu toutes les commandes et on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans un éditeur. Je peux même lancer un Firefox, hein, comme je vous disais par exemple. Hello Firefox. Et on peut aussi simplement explorer l'ensemble du système de fichiers. Bon bref, c'est bien beau, mais c'est quoi les limitations techniques de tout ça? Parce qu'il y en a, hein, malheureusement. Bon déjà, vous êtes sur votre téléphone, donc en termes de performance, on n'est pas trop mal, mais c'est pas le téléphone directement qui va exécuter ça, il y a plusieurs couches derrière. Si vous êtes sous Termux, vous êtes forcément en train d'exécuter Android, puisque vous n'avez pas le choix, et votre téléphone n'a pas besoin d'être root pour ça. Donc vous n'avez pas un système d'exploitation différent, vous n'avez pas installé autre chose en termes de système d'exploitation, hein. Vous n'êtes pas en train de modifier directement votre téléphone. C'est juste, comme je dis, un environnement virtuel, on va dire. Donc ça veut dire qu'il y a des couches, et s'il y a des couches supplémentaires, ça veut dire que vous allez avoir des performances qui vont être moins bonnes. Bon, c'est bien beau, mais il va vraiment falloir que je range ça, hein. Pas mal comme support de téléphone, non? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'intéressant? Les serveurs. Alors justement, en parlant de serveurs, on va mettre un peu tout dans le même panier. On va considérer que les LLM sont une sorte de serveur auquel on vient demander quelque chose. Donc vous pouvez simplement, avec Termux par exemple, installer un LLM local. Alors, les performances, je vous garantis pas, hein, mais au moins, la démo est là, on peut le faire. Et bientôt, avec les NPU, dont je parlais juste avant, je pense que ce sera beaucoup plus courant que ce qu'on pense. Et je pense que ce sera même exploité à un certain point par certaines applications qu'on installera directement sur le téléphone, sans avoir le lien avec ChatGPT, Claude ou Gemini, n'importe quoi. Par exemple, si vous voulez installer Llama, vous pouvez, avec quelques commandes, hein, vous installer directement depuis Termux, donc vous utilisez la commande package, pkg install git cmake Clang pour directement avoir les outils de compilation nécessaires. Vous clonez Llama CPP et vous exécutez le modèle associé. C'est pas plus compliqué. Autre chose d'assez incroyable aussi que vous pouvez faire, si comme moi vous étiez gamer, vous pouvez même installer des serveurs de jeux. Donc par exemple, vous pouvez installer Minecraft dessus avec Minecraft Paper ou Velocity, mais aussi Terraria, donc vous pouvez installer un serveur Terraria et jouer avec vos amis après. Ou encore n'importe quel type de serveur qui pourrait tourner sur votre config. Alors évidemment, il y a quelques limitations aussi. Comme je disais, du coup, la technologie et l'architecture de votre processeur va jouer. En sachant que c'est du ARM sur téléphone, la 3/4 du temps, bah, vous serez limité à tout ce qui est ARM. Vous serez aussi limité parce que vous faites tourner un Linux et aussi par simplement le fait qu'il y ait les paquets disponibles ou non sur votre plateforme. Donc si vous avez sur un Debian, que vous installez un Debian sur votre téléphone, vous serez limité par les paquets Debian, qui sont les paquets Debian ARM, donc il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pareil, ne vous attendez pas à des performances incroyables, mais ça suffit, je pense, amplement pour au moins de 5 à 10 joueurs, ce qui est quand même pas mal, hein, si on veut un serveur d'appoint chez soi. C'est pas mal tout ça, mais est-ce que je peux gagner de l'argent avec mon téléphone? Idée de génie. Oui, vous pouvez! Vous pouvez miner de la crypto, mais vous le ferez pas parce que c'est complètement con. En fait, pour miner de la crypto, il vous suffit d'installer un paquet qui s'appelle CPU Miner. Et ensuite de le lancer tout simplement. Voilà. Il n'y a rien de plus à savoir. Ne le faites pas.
Avec un peu de chance, si vous le faites tourner en permanence, vous aurez, je sais pas, 1/5 de centime? Un peu plus? De dollars? Par jour? Ah, vous allez dépenser plus en électricité. Bon, et le dernier cas d'usage un petit peu plus réaliste et les pieds sur terre, c'est simplement, d'utiliser notre téléphone comme un NAS ou un home server, hein, donc comme quelque chose qu'on peut accéder un petit peu partout, et qu'on n'a pas loin. Évidemment, vous restez toujours, à la merci, d'une machine que vous avez entre les mains. C'est-à-dire que si vous la perdez, bah, vous avez perdu l'ensemble de votre serveur ou de votre NAS, c'est quand même un peu dommage. C'est pas très sécurisé, vous avez pas beaucoup d'espace disque, mais c'est relativement viable en fait, hein, parce que la majorité de nos serveurs consomment pas grand-chose. Par exemple, vous pouvez aussi mettre un Pi-hole, ou un AdGuard quoi. En gros, c'est des serveurs qui permettent de bloquer des pubs en jouant sur à la fois les DNS et sur des règles impétables. Vous pouvez même installer un serveur Plex dessus, hein, du coup avoir votre streaming dédié directement depuis votre téléphone. Je vois pas trop l'intérêt, mais c'est possible. Mais après, on peut aussi faire des choses beaucoup plus simples, comme installer des serveurs FTP et accéder à votre téléphone à peu près n'importe où depuis le réseau, ce qui vous permet d'accéder à tout le contenu de votre téléphone potentiellement directement depuis un autre PC et du coup de transférer facilement les choses. Bon, évidemment, il y a toujours une limitation qui est globale à tout ça, c'est la température, la durée de vie, la batterie et le stockage limité sans carte SD. Même si bon, on atteint des 256 ou 512 gigas, ça reste quand même relativement limité un téléphone, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais mine de rien, si on regarde les chiffres, vous achetez un vieux téléphone, vous le foutez à la maison, vous le branchez, ça vous coûte 50 €, ça coûte moins cher du coup qu'un Raspberry Pi qui est en rupture de stock potentiellement, pour exécuter des choses un peu similaires. Bien souvent en plus, je suis sûr que vous avez un vieux téléphone qui traîne dans votre bazar, je sais pas où, grenier, j'en sais rien, et dont vous faites absolument rien. Ouais, me regarde pas comme ça, je le sais, hein. Bon, maintenant, tu sais ce qu'il y a là-dedans, tu plus d'excuses, hein. Ça, c'est plus puissant qu'un PC de 2010, comme je disais, et ça, c'est quand même assez incroyable. Faut se rendre compte que c'est pas uniquement pour des gens qui veulent se divertir et faire uniquement des choses non productives ou du divertissement à grande échelle, du scrolling, aller sur Facebook, Instagram, YouTube. Non, c'est pas uniquement ça, un téléphone. Ça permet absolument tout. Et toi, t'en fais quoi de ça?